Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale coach. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans Café Coaching, on est sur Radio Pluriel, on est ensemble jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, on est avec Claudie Caufour, qui est, thérapeute en psychologie et sexologie clinique. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et thérapeute de couple. Elle est passionnante et elle va aujourd'hui nous parler de comment alimenter. Alors, je pense que il y a beaucoup de gens là qui sont derrière sur les starting blocks parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens de cette émission. C'est comment alimenter le désir et la sexualité dans un couple installé. Oui. Et c'est un beau sujet. C'est un grand, vaste et très beau sujet. Et très beau sujet. Allez, on est ensemble jusqu'à 14h. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Eh bien, bonjour Claudie. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Ça fait un petit moment que je veux aborder des sujets de sexualité et je trouvais pas la personne que je voulais et je l'ai trouvée. Ah bah, ça me flatte, ça commence bien, ça me flatte. On va faire, j'espère, une série d'émissions ensemble. En tout cas, on va commencer déjà par celle-ci qui est un sujet... qui concerne beaucoup de gens et puis sur lequel beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment fait-on ? Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait penser que c'est quelque chose de facilisé, la sexualité. Ça s'impose même à nous comme une dictature. On en parle en permanence, on voit en permanence des corps nus. Mais finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au sein des foyers, des personnes, la sexualité, c'est très, très, très compliqué. Le coït est naturel. La sexualité, c'est beaucoup plus complexe et ça peut contribuer aussi bien à maintenir un couple dans une bonne dynamique de couple ou au contraire mettre beaucoup de problématiques dans les couples qui amènent à terme le couple à éclater. Oui, et c'est vrai que quand on en discute un petit peu, qu'on commence à ouvrir le sujet et que les barrières et les tabous tombent, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de problèmes et beaucoup de non-dits. Bon, déjà, Est-ce que tu peux te présenter rapidement avant qu'on rentre dans ce sujet qui nous passionne déjà ? Ouais. Moi, je suis Claudie Caufour. Donc, comme tu l'as dit, je suis un psychothérapeute, un thérapeute plus exactement, en psychologie clinique. Donc, je reçois dans mon cabinet des personnes qui peuvent avoir des problèmes liés à toute la problématique psychologique, psychique, on va dire. Et puis également, beaucoup de personnes qui me consultent. D'ailleurs, beaucoup plus de personnes me consultent pour des problématiques en lien avec les troubles de la sexualité qui sont très, très nombreux. Et aussi, évidemment, des couples qui viennent me voir soit pour des problèmes relationnels ou soit aussi pour des problèmes sexuels. D'accord. Voilà. Et donc, tu pratiques où ? Mon cabinet est à Lyon, dans le 6e arrondissement, à la rue Masséna. En début d'année prochaine, on devrait changer et aller à quelques mètres de là, à la rue à Villeurbanne, donc au cours Émile Zola, dans l'immeuble Le Quartz. Mais pour le moment, on est encore à la rue Masséna. Dans le 6e. Dans le 6e. En tout cas, dans Lyon, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, ce sujet, comment alimenter le désir et la sexualité dans un couple installé ? Oui. Alors, tu sais ce que j'ai fait, moi, quand j'ai préparé l'émission, ça tombait bien, j'étais avec plein d'amis en couple. Ah, très bien. Et je leur ai dit, vous savez quoi ? Vous allez me dire quelle question vous poseriez si vous aviez c'est une très bonne approche. une thérapeute en face de vous qui pourrait répondre à cette question qu'on se pose tous, quoi. Alors, tu vois, j'ai tout un tas de questions. Alors, déjà, en fait, juste pour intro, le constat qu'on fait, c'est un peu ce qu'on se disait tous ensemble, c'est que dans les premiers mois, c'est l'euphorie. Oui. Et puis, après, alors, il n'y a pas vraiment de règles, j'ai l'impression. Il y en a pour certains, c'est au bout de quelques mois, certains, au bout de quelques années, c'est un peu plus rare. C'est souvent quand le couple commence à habiter ensemble qu'il commence à avoir des c'était problèmes. notre première question. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? À un moment, on passe de l'euphorie, de la lune de miel tous les jours à... Tiens, il y a un truc qui a changé. Il y a quelque chose qui diminue. C'est tout à fait ça, dans le constat, et ça fait souffrir aussi bien les hommes que les femmes. Au début, quand deux personnes se rencontrent, il faut bien qu'elles soient attirées par quelque chose. Et très souvent, si cette attraction, cet attrait ne tourne pas autour de la sexualité, le couple aura beaucoup de mal à cristalliser. Donc, il y a une sexualité qui est là, il y a une sexualité qui est vécue. Parfois même, elle est bien vécue par les deux partenaires. La femme est autant, voire parfois même plus demandeur que l'homme. Et tout se passe bien. Jusqu'au moment où
factuellement, il va y avoir un événement qui va faire que ce couple-là va vraiment devenir un couple. Cet événement, c'est on vit ensemble. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que ça change ? Oui. C'est important que les hommes comprennent ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se croient manipulés dans le désir que la femme présentait au début de la relation, et puis dans le désir qu'elle ne présente plus, justement, ou qu'elle présente moins une fois que le couple c'est ce qu'on a beaucoup entendu. C'est ça, est installé. C'est que au début de la relation, le désir sexuel n'est pas un désir de génitalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je veux préciser, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on fait l'amour qu'on est dans une recherche de génitalité. Faire l'amour, avoir un acte sexuel, ça va mettre en œuvre, bien évidemment, la sphère génitale, qui va se vivre par des stimulations de la sphère génitale et aussi par une pénétration, mais aussi tout ce qui est du domaine de l'affectif, des affects, des émotions. D'accord. Quand tu dis de génitalité, tu veux dire... Ce qui se passe dans les organes génitaux. D'accord. La stimulation que l'homme peut faire sur le sexe de sa partenaire, vice-versa, que chacun peut faire aussi sur son propre sexe, et la pénétration. D'accord. Donc ça, quand on parle de sexualité, des personnes ont un petit peu le tort de croire que ça ne concerne que ça, l'acte sexuel. Oui. Non, dans un acte sexuel, on ne cherche pas forcément à aller vivre des sensations génitales. L'homme cherche plutôt à aller vivre des sensations génitales. D'accord. Parce qu'il est beaucoup plus, on verra pourquoi tout à l'heure, il est beaucoup plus connecté avec ses organes génitaux et avec la pulsion sexuelle, avec le réflexe de l'excitation, que la femme ne l'est. Donc, au début de cette relation-là, le désir sexuel qui a lieu, il est très souvent motivé du côté de la femme, puisque c'est elle, c'est cette femme-là qui vit après un désinvestissement de la sexualité. C'est souvent ça, c'était le constat qu'on a fait. Très souvent féminin, en fait. Tout à fait. Donc, le désir de la femme, à ce moment-là, ce n'est pas du tout d'aller vivre des sensations génitales, c'est d'être dans un lien affectif, émotionnel. C'est ce qu'on appelle un désir de fusion, parce que c'est un désir qui est motivé par le fait de fusionner. Ça répond au programme de l'existence. Si les hommes ne rencontrent pas les femmes, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants et il n'y a plus de race humaine. D'accord. Donc, ce désir-là, il est mu, il est agi, il est puissamment motivé par le fait d'être avec un compagnon. D'accord. Mais quand on interroge, là c'est dans l'intimité des cabinets, quand on interroge des femmes à ce moment-là sur ce qu'elles recherchaient ce qu'elles recherchaient dans le début de cette relation, elles vont beaucoup verbaliser vers le sentiment, l'émotion, d'ailleurs le haut du corps, la poitrine, la sphère des émotions, des sentiments. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup comme exemple, moi c'est ce que j'entendais, c'est oui mais au début il était amoureux. Alors, il l'est toujours. Et après, j'entendais, donc dans le groupe d'amis, c'était génial. Parce que, mais je suis toujours amoureux. Mais c'est pas pareil. Le mot est fort. Au début, on était amoureux, ça veut tout dire. Il était amoureux, ça veut dire qu'il me renvoyait, non pas du sexe. On faisait l'amour, mais on fabriquait de l'amour, on cherchait de l'amour, on cherchait des sentiments. Et les femmes, elles vont dire, il me serrait dans ses bras, il me regardait tendrement, il me regardait amoureusement. Et puis le couple se crée, le couple se fabrique, le couple vit ensemble. Et là, l'homme va plutôt verbaliser sur j'ai envie de toi, t'es bonne, j'ai envie de te pénétrer. Et là, on parle plus d'amour, même s'il y a de l'amour. Dans la tête de l'homme, c'est de l'amour. Mais là, la verbalisation qui en est faite par les hommes, c'est plutôt quelque chose de génital. Et là, les femmes s'y retrouvent moins. D'accord. Donc, ça c'est tout. Enfin, c'est super parlant en même temps. C'est vraiment. Oui. Et comment Mais comment qu'on fait Comment qu'on fait avec ce problème En fait, ça m'amène à une autre question parce que du coup, moi, c'est le constat que j'ai fait et j'ai souvent entendu ce truc-là. Ça rejoint un peu ce que tu dis du coup. C'est que en fait, j'avais lu que chez l'homme, comment expliquer, mettre dans l'ordre mon truc. C'est l'homme a besoin de sexualité pour exprimer ses émotions. Et la femme a besoin d'émotions pour exprimer sa sexualité. C'est vrai. On est presque inversé. Hein. C'est ça. On parlait, moi je dis souvent que la sexualité, il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée qui est plutôt une porte d'entrée génitalisée.
C'est-à-dire l'homme, il va être satisfait au niveau du vécu génital, de son excitation sexuelle. Et la porte d'entrée du féminin dans cette sphère de sexualité, c'est plutôt une porte d'entrée émotionnelle et affective. Et parce que la femme va se sentir aimée, désirée, regardée, caressée psychologiquement parlant et puis éventuellement physiquement parlant, à partir de là, son excitation, ça va aller percuter dans la sphère génitale. Mais c'est d'abord, la porte d'entrée, c'est d'abord une nourriture émotionnelle et affective qui va lui permettre de percuter, c'est-à-dire de ressentir le début d'une excitation génitale. L'homme, c'est le contraire. Parce qu'il aura un vécu de son excitation génitale, à partir de là, il va se sentir amoureux. C'est pour ça que les femmes ne comprennent pas, comme le cas de tes amis, quand l'homme dit « Mais oui, je suis toujours amoureux. Si j'ai envie de toi, c'est que je suis amoureux. » Voilà, c'est ce qu'on entend. C'est ça qui est rigolo. C'est comme ça que l'homme vit son sentiment d'amour. Lui, son sentiment d'amour, c'est par le génital, d'abord. La femme, c'est par l'émotionnel, d'abord. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est une différence fondamentale que les hommes et les femmes doivent comprendre s'ils veulent pouvoir parler le même langage, ou en tout cas se retrouver une intersection dans leur sexualité. C'est important, ça. Et oui, parce que du coup, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est vraiment... Enfin, c'est vrai que c'est le constat. Tu te dis, mais attends, comment c'est possible que les premiers mois, chez tout le monde, c'est un truc de fou, et que après, bah, tu sens souvent, en fait, t'entends plus chez les hommes, ouais, non, mais de toute façon, elle m'a vendu du rêve. Oui, c'est ça, elle m'a vendu du rêve. Je me suis fait manipuler. Ou c'est quand les femmes, de nouveau, elles veulent avoir un enfant, et là, ça revient. De nouveau, le désir va être mu par autre chose. Mais ceci dit, le préalable de tout ça, c'est de donner une définition du désir sexuel. C'est quoi le désir sexuel ? Ah bah tiens, dis-nous. C'est important. Le désir sexuel, et ça va tout expliquer, c'est le fait d'anticiper positivement la rencontre sexuelle avec soi-même dans la masturbation ou avec le partenaire. Mais tout désir est stimulé est motivé par quelque chose. Quand tu veux, tu passes 10 fois devant une vitrine avec un joli sac à main. Waouh, ok, je vais me l'acheter. Bah oui, l'envie, il est beau, je veux le même que ma copine. Ça peut être motivé par plusieurs choses. Et le désir sexuel, on aurait tendance à penser que le moteur du désir sexuel est un moteur génital. Mais non, le moteur du désir sexuel peut être génital. J'ai envie de vivre des sensations génitales. Il peut être émotionnel, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il peut être aussi un désir d'enfant. Il y a des femmes qui ont de la libido, qui se connectent avec leur libido uniquement au moment de leur vie, quand elles veulent des enfants. J'ai souvent entendu, et j'ai même entendu parler récemment de la sexualité liée aux besoins de reproduction et de la sexualité... on va dire ludique. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Là aussi, on touche fondamentalement le problème du désir sexuel chez les femmes, parce que on va expliquer un petit peu la nature même, l'évolution psychosexuelle des garçons et celle des filles, qui fait que pour le garçon, c'est beaucoup plus facile d'être en lien. Je dis pas que ça change, enfin que ça marche à tous les coups, mais c'est beaucoup plus facile. Un fœtus dans le ventre de sa maman, les petits garçons, ils ont déjà un mode d'excitation, c'est-à-dire une manière de vivre une excitation sexuelle en pressant leur sexe. Évidemment, c'est pas conscientisé de leur part. Bien sûr. D'accord. Mais c'est le premier réflexe, la première appropriation sur laquelle va se faire le développement. Ça veut quand même dire que nous, les filles, on part avec un truc en moins, donc... Ah, faut pas dire ça comme ça. On part avec un truc en moins. Mais non, c'est pas dégueulasse. C'est que la nature de la sexualité de la femme et de l'homme est différente. Ouais. Justement, l'homme, comme il voit son pénis... Tout son développement va se faire à travers cet organe qui est accessible au toucher, à la vue. Son imaginaire sexuel va se développer à travers la vue, à travers le toucher. Et au moment, on va dire, de vivre la première pénétration, il l'aura symbolisé, il se sera représenté cette pénétration. Et en plus, il aura grandi dans une société et dans un groupe d'hommes où finalement, avoir des expériences sexuelles, c'est valorisé. On part avec un truc en moins, non. Nous, on a un clitoris et on a un vagin. D'accord ? Les garçons, ils ont un organe, on va dire, unique. Un pénis qui leur sert à pisser, qui leur sert à avoir du plaisir et qui leur sert à avoir des bébés. Nous, on a 3 organes pour ça. Ouais. D'accord ? Donc, évidemment que le lieu de la rencontre sexuelle, c'est le vagin chez la femme. Mais ce n'est pas le vagin qui est l'organe du plaisir chez nous, c'est le clitoris. Ouais, d'accord. D'accord ? Il est très, très, très richement innervé, ce clitoris. C'est intéressant. Près de 16 000 terminaisons nerveuses quand même. Sur le gland, à peu près, il y en a 2500, 2700. Que ça dans l'histoire. C'est ça. Pas du tout. Mais c'est l'organe du plaisir, l'organe de la procréation
étant l'utérus et le vagin. Donc, pour qu'une femme s'approprie sa vaginalité de la même manière que le garçon se sera approprié sa capacité d'être intrusif, de rentrer à l'intérieur d'un vagin avec son pénis, il faut qu'elle ait érotisé cet acte-là. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. C'est important. Érotiser, c'est, on va dire, vivre une situation en le connotant positivement. Si une femme, parce qu'elle a toujours entendu dire que les hommes étaient des salauds, parce qu'on lui a dit que c'était mal, que c'était sale, qu'elle se comportait comme une, le mot, comme une pute, si jamais elle recevait les faveurs d'un homme, si elle a grandi avec tout un système de pensée et où l'absence de cognition, c'est-à-dire l'absence de mots positifs ou de mots même tout court posés sur la sexualité, cette femme-là va avoir du mal à se vivre et à élaborer une représentation positive dans l'acte de vivre une pénétration. Si ce n'est de la reproduction. C'est ça. Dans l'acte de vivre une pénétration en étant réceptive. Mais par contre, qu'est-ce qui est valorisé dans l'éducation chez les femmes ? C'est, en effet, devenir des femmes, avoir un bon travail, qu'on le veuille ou pas, même si on n'est plus croyant, mais non, on est encore fortement imprégné par des racines judéo-chrétiennes. On a des mémoires, quand même. C'est ça. Qui veulent que l'expérience de la femme par la multitude de partenaires sexuels, par un certain nombre de partenaires sexuels, est quand même mal vue. Encore maintenant, c'est le constat. Alors, ces fameuses discussions-là, que j'avais avec les amis, c'était génial. Parce que du coup, c'était... Après, forcément, ça part dans tous les sens. Mais c'était le constat. On sentait que les hommes qui avaient eu beaucoup de relations sexuelles se gargarisaient et que les autres étaient waouh, machin. C'est ça. Et que les femmes, de leur côté... Moi, je voyais, parce que j'étais un peu extérieure, là, avec mon cahier et mes notes. Et je voyais ce qui se passait et que certaines femmes... n'osait pas dire oui mais moi aussi j'ai eu beaucoup d'expérience. Mais non, parce que pour elle ce serait connoté négativement. Et c'est venu mais presque en s'excusant. Je me suis dit purée, en 2015 on en est encore là. Eh bien oui, on en est encore là. Et même quand des personnes se paraissent ouvertes sur le sujet ou se disent ouvertes sur le sujet, moi je demande souvent cette question-là à mes patientes. Je leur dis, imaginez, vous avez des jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont 17, 18 ans, ils vont en boîte. Alors, le garçon, il se fait joli avec sa crête. Il va dire, je vais en boîte, j'espère que je vais pouvoir draguer des filles. Allez, on va lui glisser une petite boîte de préservatifs en disant, fais attention. Mais la fille du même âge qui va mettre sa petite jupe courte, elle va dire, super, je vais en boîte, j'espère que je vais me faire draguer par des garçons. On va pas lui dire, éclate-toi. On va pas lui dire, éclate-toi. On va pas lui glisser une boîte de préservatifs. On va plutôt lui poser des précautions. Attention à ta réputation. Attention à ne pas être enceinte. Attention aux maladies. Attention. Ouais. Donc finalement, il y a toutes ces précautions oratoires qui sont malheureusement le discours de la société qui freinent cette appropriation vaginale de la femme. Et comme en plus cette appropriation vaginale se fait dans un endroit de son corps où elle n'aura jamais accès à la vue et au toucher, si au toucher par une masturbation, mais les filles se masturbent plutôt sur le clitoris, quand elles vivent leur expérience sexuelle, leur première expérience de pénétration, à part un tampon mis difficilement dans le vagin pour certaines des femmes, finalement, c'est vraiment la première expérience. Et l'élaboration de la vaginalité ne s'est pas faite. Elles n'ont pas érotisé, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas développé un imaginaire où elles aiment, elles imaginent recevoir un pénis avec plaisir, où elles imaginent jouer avec leur corps. On leur a dit que c'était pas bien. Attention. Puis moi je trouve quand même que les femmes, mais même les hommes, je trouve finalement, qui ont une vraie liberté sexuelle. Mais il faudrait voir ce qu'on met derrière liberté. Ce sera important. Quand je dis liberté, c'est-à-dire une liberté, être en accord avec son corps, avec ses envies, avec ses désirs, être OK avec là où j'en suis. Et là où on est aussi ma partenaire. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment rare. En fait, il y a un manque de connaissances, de culture. Il y a un manque de beaucoup de choses encore à notre époque. Bien sûr.
par Bien rapport sûr. à ça. Parce que la sexualité n'est pas parlée, tout simplement. Elle est parlée de manière très restreinte. Quand les élèves, je sais pas, alors je sais plus si c'est au lycée ou au collège, on fait un programme sur l'éducation sexuelle. Déjà, ce programme, il est très sommaire. Et en plus, on parle justement des risques. Et on parle des risques. J'ai lu un article récemment. On parle des risques, on va parler du plaisir sexuel. Qui était très intéressant là-dessus. Que déjà, c'est un programme obligatoire, mais qui n'est pas suivi, qui est très peu suivi dans les écoles, et qui n'est pas du tout proposé de la façon dont ça devait être proposé, qui était d'ouvrir les jeunes à la sexualité, alors en ayant effectivement, on parle des risques, mais surtout on parle de plaisir. Plaisir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas suivi ? On s'est rendu compte qu'on ne parle pas de plaisir, quasiment pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas suivi, ce programme ? Parce qu'il n'y a pas d'éducateur en capacité, et justement, de transmettre des choses réelles sur la sexualité des hommes et des femmes, sur le respect. Qui prend cette place-là ? C'est les films pornographiques. Et voilà. Et là, c'est une vraie catastrophe. Et d'ailleurs, on en parlera dans une autre émission de ce sujet. Bon, c'est passionnant, on ne voit pas le temps passer, et voilà, et on arrive déjà à la première pause musicale. On va écouter Jungle, on vous retrouve juste après. Jusqu'à 14h, on est avec Claudie Cofour. C'est passionnant. Moi, je vais la séquestrer, en fait. Je ne vais pas me laisser faire. Parce que c'est vraiment... c'est un super sujet. Et puis, la sexualité, c'est ce qu'on disait là pendant la pause. On n'en parle pas assez, ou en tout cas, ce qu'on montre de la sexualité, c'est beaucoup les films porno, et c'est pas la réalité. Non. Justement. Et justement, on parle beaucoup de la sexualité, du désir de la femme qui s'étiole, pour tout ce qu'on vient de dire. Et l'homme dans tout ça. L'homme, dans tout ça, on se demande s'il peut ne pas avoir de désir sexuel. En fait, c'était ça la question qu'on se posait. Il arrive que des hommes n'aient pas de désir sexuel. Mais ça ne prend pas du tout les mêmes formes que pour la femme, et ça n'a pas non plus les mêmes origines. Qu'est-ce qui se passe dans cette absence parfois de désir sexuel de l'homme ? C'est bien souvent un désir sexuel coïtal que l'homme n'a plus. C'est-à-dire que quand on évalue, c'est-à-dire quand on commence à poser des questions, on va voir que ces hommes-là ont du désir sexuel, puisqu'ils ont une activité de masturbation qui peut être très fréquente, même très 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 fréquente, mais ils ne désirent plus leur partenaire. Et ça, c'est alors ? Alors, on va recadrer le mot pour que les femmes comprennent bien ce qu'on dit, qu'elles entendent ce que je dis et pas le contraire. Comme pour la femme, quand elle n'est plus désirée, elle n'est plus aimée. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas la réalité. Croyance, c'est que l'homme n'a plus de désir sexuel. Si j'ai pas faim, c'est pas parce que le gâteau qu'on me présente n'est pas bon. Voilà. C'est parce que j'ai déjà mangé, ou parce que j'ai pas envie de manger, parce que je suis au régime, mais pas parce que c'est pas bon. Ou ça peut être pour ça. Ou parce qu'on m'a dit que ça fait grossir. Ou parce qu'on m'a dit que ça fait grossir. Parce que là, c'est un peu ça, finalement. On a dit quelque chose qui fait que ça crée une croyance. C'est ça. Donc, mesdames, ce n'est pas parce que quand votre homme n'a pas de désir sexuel pour vous, ce n'est pas pour vous qu'il n'en a plus, c'est qu'il n'a pas de désir sexuel. Son désir ne marche plus. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'un homme, majoritairement, qu'est-ce qui peut faire que certains hommes n'ont plus de désir sexuel ? Eh bien, il y a certains hommes, ils ont tellement été élevés par une pensée souvent transmise par les mamans, et souvent, moi j'ai retrouvé ça chez des patients qui avaient grandi en tant qu'hommes auprès d'une femme sans forcément avoir un schéma masculin. Et un schéma masculin qui se montre masculin, qui se montre homme. Ça veut dire ça veut pas dire qu'il n'y a pas de papa, ça veut dire qu'il n'y a pas le schéma de la masculinité. Le père peut être là, mais très souvent, quand on commence à poser des questions sur le père, c'est un père qui est un petit peu, qui n'a pas suffisamment, qui n'a pas de personnalité, une mère toute puissante. Il y a des mamans qui véhiculent à leur fils, ou à leur fille aussi, que finalement le désir du garçon et que le fait même d'être un homme est un outrage fait aux femmes. C'est-à-dire la pensée un petit peu 68arde, où finalement les femmes se sont mises à beaucoup divorcer, à se retrouver dans des contextes de monoparentalité et à transmettre quelque chose d'erroné sur la puissance sexuelle masculine. Il y a aussi une puissance sexuelle féminine, c'est une parenthèse, mais sur la volonté de l'homme de pénétrer. Et si un garçon grandit dans la pensée que sa volonté de pénétrer, sa volonté de vouloir être intrusif, c'est-à-dire de vouloir rentrer dans le vagin d'une femme et d'y prendre du plaisir est un acte d'irrespect, par exemple, pour sa partenaire, ces hommes-là, et il m'arrive d'en avoir dans mon cabinet, au moment de pénétrer une femme qu'ils aiment, ils risquent d'être en panne. Certains perdent leur érection à ce moment-là. Et on l'entend souvent. Moi, il y a beaucoup de personnes qui se confient à moi, qui osent me dire des choses. Et moi, j'ai souvent entendu...
enfin souvent je m'entends par rapport, mais bon quand même, je suis capable d'avoir une sexualité très épanouie ou très active, et peu importe, quand je suis célibataire et quand je tombe amoureux, je peux plus. C'est tout exactement s'arrête. ça. C'est terrible. C'est là aussi où il y a une confusion. Et voilà, parce que c'est là où on dit, la femme, elle, de son côté, croit qu'elle n'est pas aimée, alors que c'est parce qu'elle est aimée. C'est parce qu'elle est trop aimée. Et ouais. Elle est trop aimée que finalement l'homme l'a mise sur un piédestal et que surtout il a réduit il veut limiter ce qu'il est intrinsèquement, c'est-à-dire un homme pénétrant, intrusif, avec un pénis qui est fait pour entrer dans un vagin. Et ces hommes-là, comme ils ont intériorisé sans en avoir conscience évidemment, que le fait de désirer leur partenaire, de vouloir faire l'amour avec elle et de vouloir les pénétrer était quelque chose de mal, en face de cette femme qu'ils aiment, ils vont vouloir avoir une sexualité aussi émotionnelle, affective, les serrer dans leurs bras, mais le désir sexuel ne sera pas là. Et si on creuse un petit peu, ce désir sexuel coïtal ne sera pas là. Ces hommes-là vont quand même pourtant se masturber, parfois devant des films pornographiques qu'ils estiment un petit peu trash ou en tout cas loin de leur représentation du sentiment amoureux et du respect qu'ils veulent conférer à leur partenaire. C'est ça que j'ai beaucoup entendu, c'est cette notion de respect. C'est, vu que je la respecte, je ne peux pas... Je la respecte trop. Voilà. Eh ben oui, mais... Moi, j'ai même plus souvent eu le cas de pas... Alors, c'était pas vraiment au point... ce qu'on me disait, c'était pas... Je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Je peux avoir des relations sexuelles, mais très sages. Et finalement, la femme en face, avec elle demandait... C'est exactement ça. Mais moi, je suis prête à aller dans des choses plus décalées. Et c'était un ami qui me racontait cette histoire-là, qui disait, mais c'est terrible. Elle me demande quelque chose que j'ai aimé, vers lequel je sais aller, et je ne peux pas y aller avec elle. Parce qu'il aurait le sentiment de lui manquer de respect, et en plus, il aurait le sentiment que ça pourrait changer la perception qu'il a de sa partenaire. Lui aussi, il idéalise. Il a rencontré sa princesse. Il a rencontré la femme qu'il aime et il se retrouve en face de lui. Il dit, hey, moi j'ai envie, pardon de parler comme ça. Je parle cru, là. Non, mais c'est bien, il faut. J'ai envie que tu me baises, vas-y, prends-moi. Bah non, toi t'es ma princesse. J'ai besoin de t'aimer. Et là, c'est là où on voit vraiment qu'il y a une scission dans la représentation de l'amour et du désir sexuel. Mais autant ce sont deux choses différentes, mais ce sont deux choses qui peuvent fonctionner ensemble. Ce n'est pas parce qu'un homme va se permettre, une femme va se permettre d'avoir un acte sexuel où ils vont jouer, où ce sera intense. Là aussi, il y a une confusion entre l'intensité sexuelle et le manque de respect, ou la violence. Moi, je dis la violence, c'est éclater la tête de sa partenaire ou de son partenaire sur une table. L'intensité, c'est être intense dans son intention, dans son regard, dans son bassin, par la mouvance, les mouvements que l'homme ou la femme vont avoir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la place du respect ou du non-respect. Ça n'a rien à voir. Au contraire, même. Évidemment. Si une femme et un homme s'entendent dans cette forme de sexualité-là, une fois de plus, je suis pas en train de parler de violence, je suis en train de parler d'intensité, et que ça leur va, c'est parfait. Et puis ça crée, je pense, une intensité au niveau du couple qui va beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Ça crée une intensité du couple. Quand on arrive à être... Ouais, c'est ça. Quand on arrive... Je le vois en cabinet. Quand les personnes arrivent à être vraiment ce qu'ils sont dans la sexualité, à dire vraiment ce qu'ils sont, j'ai envie de ça, j'ai envie de ceci, voilà qui je suis. À partir de là, le couple crée une vraie... j'aime pas le mot chimie, mais il crée vraiment une vraie complicité dans laquelle il n'y a pas de tabou, où la réalité de l'autre est entendue et la réalité de soi est dite sans aucun jugement et dans l'accueil bienveillant. Et ça, c'est chouette. Ouais, ça c'est beau. Oui. J'ai une autre question qui vient souvent, c'est quand il y a un conflit, il y a un conflit anodin même, des fois dans un couple, souvent la femme qui est, comme tu disais, dans ses émotions, après conflit, ne peut pas avoir de rapport sexuel, très souvent. Tandis que l'homme a besoin, dans ces moments-là, pour sortir du conflit, d'en avoir un. Et alors là, moi, le constat que j'ai fait, c'est que ça peut aller loin, cette histoire. C'est-à-dire que la femme attend un geste émotionnel et d'attention de l'homme que l'homme ne peut pas lui donner tant qu'il n'a pas eu son rapport, finalement.
Qu'est-ce que... Ça dépend aussi des personnalités sous-jacentes. Si, par exemple, ce que tu dis peut être complètement vrai sur un homme qui aura un profil de personnalité, on va dire, avec une problématique de « j'ai peur de l'abandon et je me sens rejeté ». Donc, conflit... Elle me boude, elle fait la gueule, soupe à la grimace, donc je me sens rejetée. Donc l'homme qui a l'habitude de vivre une sexualité pour alimenter, mine de rien, il est dans la génitalité, mais il va chercher quand même à alimenter le sentiment amoureux et le fait que sa femme l'aime et le veuille par un acte sexuel, parce qu'il n'arrive pas à le verbaliser. Donc en gros, on est en conflit, fais-moi l'amour pour que je ne me sente pas rejetée. D'accord. Et alors du coup, donc là, dans ce cas-là, finalement, c'est plutôt à la femme. Une fois de plus, j'ai envie de dire. Non, c'est pas plutôt, tout dépend. Mais ce qui est important, c'est de comprendre soi-même son fonctionnement. Et si on se rend compte qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, par exemple, parce qu'il y a des femmes aussi, elles n'ont pas de désir sexuel, mais en cas de conflit, le désir sexuel se réactive. Parce que là aussi, elle a la blessure et la peur du rejet ou la peur de l'abandon qui s'active. Oui, donc c'est pour ça que je dis tout dépend de la personnalité, ce sur quoi la personnalité est construite. D'accord ? Mais moi, j'ai tendance à dire, quand il y a un conflit, on règle le conflit. Oui. D'accord ? Oui. Les réconciliations sur l'oreiller, c'est super top, mais quand même après qu'on ait verbalisé les choses. Après avoir verbalisé. Que ça ne peut pas tenir toute la vie comme ça. Ouais. C'est pas forcément ça. Il y a un problème. C'est très bien que les couples aient des conflits. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'un couple, c'est deux univers qui à un moment de leur vie, décident de cheminer ensemble. Et il y aura forcément un moment des fractures, des cassures qui vont se matérialiser par des conflits. Et quand on ne discute pas ce conflit, ça ne permet pas au couple de se réajuster l'un à l'autre pour durer dans le temps. Donc il y a un problème, c'est une bonne occasion de revenir au niveau de l'autre pour pouvoir continuer à cheminer ensemble. La sexualité, elle est autour de tout ça. Et voilà, quand un couple a l'habitude de s'écouter, même si c'est douloureux, d'entendre les propos désagréables de l'autre, ce qui ne veut pas dire insultant, mais l'autre peut nous dire quelque chose qui ne nous va pas, qui nous heurte, qui nous fait mal. Il n'est pas en train de nous insulter, de nous dévaloriser. Il est en train de dire, lui, son besoin et ce qu'il est. D'accord ? Et l'idée, c'est que le couple trouve un moyen d'évoluer ensemble, et la sexualité, elle est autour de ça. Mais ce n'est pas un moyen de réconciliation. C'est pas un moyen de réconciliation. C'est pas... Si le problème, on ne l'a toujours pas parlé, au bout moi, j'appelle ça des poubelles émotionnelles. Je t'en veux, je le vois dans les couples avec lesquels je travaille. Parfois, il y a des choses qui ressortent. Ouais, il y a 15 ans, quand tu m'avais dit ça ou quand tu m'avais fait ça, et qui n'ont pas été réglées à ce moment-là. Ouais. Alors, tu vois, ça... Voilà. Et qui abîment la sexualité à terme. Moi, j'ai eu le cas dans mes clients de coaching. Un cas justement de manque de plus de désir. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'avait donné l'idée de faire cette émission. Plus de désir de la part de la femme. Et puis j'avais quand même un peu fait mes recherches à moi, même si je suis pas spécialiste moi dans ce domaine. Et j'avais lu quelque chose qui était intéressant. Et tu vas me dire ce que t'en penses. C'est que le ressentiment et le désir ne font pas bon ménage. Mais bien sûr. Et effectivement, au en début, discutant a priori, avec cette personne, bon ménage. Au début, mais après non. Voilà. En discutant avec cette personne, elle me dit, c'est un peu ça, il y a 10 ans, il a eu telle attitude et j'y pense encore. Vous lui en avez parlé ? Non. Mais il doit s'en douter. Non, il ne doit pas s'en douter. Ouais. Il est important de parler. Pour moi, la pérennité du couple passe... Je vais dire quelque chose qui va sembler peut-être un petit peu choquant. La pérennité du couple, ou surprenant, ne passe pas par une bonne sexualité de couple et dans le couple, ou une sexualité régulière. La pérennité du couple passe par une bonne communication. Ah ben ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais ça me semble être pour moi une évidence, mais il y a beaucoup de personnes que ça surprend. Et bah justement... On avait posé cette question avec les amis, là, en question. On avait posé cette question quand on parlait de sexualité, on parlait de l'émission. Et à un moment, j'ai posé la question. Est-ce que la sexualité dans votre couple est-elle pour vous primordiale, importante ? Est-ce que c'est quelque chose... Et en fait, c'était intéressant parce qu'en discutant... je pense que spontanément, tout le monde a dit « primordial ». Alors, moi, j'ai dit « primordial », ça veut dire en premier. Ça veut dire que c'est plus fort que tout, quoi. Non, en fait... Et effectivement, après, en discutant, parce que du coup, ça ouvrait le sujet, ce qui était intéressant, c'est de se dire « oui, c'est important, mais il n'y a quand même pas que ça, quoi. » Et que si, à côté d'une sexualité épanouie, il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas... un bon lien, quelque chose de sain.
C'est voilà. une atmosphère justement qui regroupe la communication, la neutralité, la bienveillance vis-à-vis du compagnon ou vis-à-vis de la compagne. Ça aura du mal. Voilà. Donc oui, c'est important, mais pas primordial. Non. Et finalement, ce que tu disais, finalement, le premier point à mettre en avant, c'est la communication. C'est très compliqué. Une communication non violente, une communication où chacun assume la responsabilité de son besoin. Il y a des personnes qui ne disent jamais leurs besoins. Très souvent, dans les consultations, on entend « Oui, mais c'est évident. » Oui, c'est évident. On croit souvent que l'autre sait ce qui se passe dans notre tête. Moi, je conseille toujours le livre « Les 4 accords Toltec » que tu dois connaître et qui est très intéressant sur le sujet. Et qui dit ne pas prendre personnellement, ne pas faire de suppositions, et c'est ça. C'est ça. Très souvent, le mot qu'on retrouve le plus en consultation, c'est « j'ai l'impression », ouais, mais quand il fait ça, j'ai l'impression que... L'impression, dès lors qu'une phrase commence par ça, on n'est pas dans la réalité de l'autre. On est dans une réalité subjective, c'est-à-dire de ce qu'on pense soi. C'est-à-dire, si moi, j'avais vécu cette expérience, pour moi, ça voudrait dire ça. Et moi, je réagirais comme ça. Mais l'autre n'est pas moi, je ne suis pas dans ma tête, il n'habite pas ma tête, il n'a pas eu la même expérience de vie que moi, il est un autre univers, et ses codes ne sont pas les mêmes que les miens. Donc les impressions, ça se confirme. Ça rejoint les problèmes de communication. C'est vraiment de dire chacun a sa réalité, arrive avec son monde, comme tu dis, son univers. Et c'est important, du coup, au début d'un couple, d'en parler de cet univers. Ouais. Moi, je dis souvent, quand dans un couple, les personnes se disputent ou quand elles sont blessées de quelque chose, moi, je le fais. Si mon partenaire, par exemple, me dit quelque chose, d'autant plus si je suis blessée, je pars du principe qu'il n'a pas voulu me blesser. C'est pas son but. Pas intentionnel. Puisque c'est quelqu'un qui m'aime, mais c'est pas intentionnel. Donc, si je suis blessée, c'est pas lui qui m'a blessée, mais j'ai ressenti de la blessure. Dans ces cas-là, je lui fais reformuler. Quand tu dis ça, j'ai entendu ça, j'ai l'impression que... C'est ça que tu veux dire Et à partir de là, on va voir souvent les écarts. Et on voit dans quel monde vit l'autre et dans quel monde on vit nous. Et ça permet justement de rester à niveau, comme je le disais tout à l'heure, et de ne pas créer comme ça, petit à petit, des fossés. Des fossés dans des couples. Et des fossés, et malheureusement, très souvent, quand le couple arrive à une situation de « on ne se comprend plus », il peut être parfois très très tard parce que le fossé, il a commencé à se creuser il y a 15-20 ans en arrière. Et puis qu'il est rempli de trucs... De ressentiments. Voilà. Comme une poubelle émotionnelle, justement. Voilà. On a une poubelle chez soi, on met plein de trucs à l'intérieur, et puis à un moment, ça va sentir mauvais. Ça sent de plus en plus mauvais. Et voilà, tant qu'on n'a pas vidé sa poubelle émotionnelle, ça reste là, dans la maison, donc dans l'univers du couple. On emploie les mêmes métaphores, c'est bien. Ouais. Bon, écoute, on va sur ce faire une deuxième petite pause musicale et on va écouter The Lumineers. Avec Élodie, c'est moi et je suis avec Claudie. C'est moi. Et on est ensemble donc jusqu'à 14h. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dis donc, ça passe vite quand c'est passionnant comme ça. On parle de sexualité, on parle de désir. Surtout dans un couple établi, installé, comment on le maintient et qu'est-ce qui fait qu'on le perd. Donc voilà. Donc, on parlait de communication avant la pause. Et justement, en parlant de communication, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait de parler de sa sexualité passée, en tout cas de ses expériences passées au début d'une relation? Il y a un peu les deux écoles. Certains disent c'est important de communiquer, de tout savoir. En tout cas, d'apprendre un peu le passé de l'autre. Et d'autres qui disent non, moi je ne veux rien savoir et je ne veux surtout rien dire. Eh bien, les deux ont raison. Les deux ont raison. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il n'y a pas de bonne manière de faire ou de mauvaise manière de faire. Tout à l'heure, je disais qu'un couple, c'était deux univers qui mettaient une partie de choses ensemble, tout en gardant quand même son individualité, pour essayer d'avancer, pour essayer de construire une histoire qui sera spécifique. Maintenant, en tant que personne, je peux avoir le besoin et le désir de raconter tout à mon partenaire ou à ma partenaire. Mais est-ce qu'elle saura l'entendre ? Quel impact ça va avoir au niveau psychologique ?
je prends un exemple concret. On imagine, un exemple. On imagine un homme qui a une représentation de la compagne idéale comme étant une femme qui est plutôt dans une dynamique émotionnelle, affective de la sexualité. Il s'est construit cette image idéale dans sa tête et sa compagne lui raconte que à des moments de sa vie, juste avant lui où elle était seule, elle aimait bien avoir plein de relations sexuelles avec plein de garçons et que ça lui faisait du bien. Mais cette phrase-là, l'homme pourra peut-être l'entendre ou pas. Ça peut complètement changer justement la perception qu'il a de sa partenaire et sa capacité de vivre une relation sexuelle avec lui. Oui, donc finalement, c'est toujours pareil quand même, c'est y aller, pas à pas. Si on a besoin de parler, c'est aussi de voir ce que l'autre est capable d'entendre. Pour moi, il est important dans la communication, quand je disais tout à l'heure que le plus difficile, c'était de parler de la sexualité, oui, c'est le plus difficile dans un couple, mais il y a déjà suffisamment de matière dans ce qui est vécu entre deux personnes sur j'ai aimé ça, j'ai aimé cela, montre-moi comment tu te stimules, dis-moi ce que tu aimes, pour aller chercher ce qui se passait avant. Oui, en fait, on peut, comme tu dis, expliquer sa sexualité sans aller parler de son passé. En fait, le passé, c'est un peu ce qui nous a construit, c'est permet des de savoir expériences. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est ça. Feedback sur son passé, oui. Raconter maintenant le détail de ses expériences. Oui. À quoi ça sert ? Ça a peu d'intérêt, finalement. La question, c'est à quoi ça sert ? Si ça sert à expliquer comment je fonctionne, je choisis mes mots. Si ça sert à faire l'étalage de certaines choses, je ne vois pas l'intérêt. Si ça sert maintenant, si ça apporte au couple, bon, oui, d'accord, ok. Mais souvent, ça dessert les couples. Ça dessert. En fait, de rentrer en tout cas dans le détail Et parler de soi, parler de ses envies dans le couple. Oui, moi j'ai envie de ça, j'aimerais vivre ça avec toi, oui. Mais non pas, j'aimerais que tu me prennes comme l'ex qui me prenait comme ça, c'était bien. Ce que j'ai vécu. Non, d'accord. Non. C'est toujours très dévalorisant finalement. L'autre peut le recevoir, c'est pas toujours dévalorisant, mais l'autre peut le recevoir comme quelque chose où il va se sentir en comparaison avec l'ex, et ça va le fragiliser ou ça va la fragiliser. Donc, attention. Bémol. Attention. Et alors finalement, qu'est-ce que toi tu penses des mariages? Bon, tu nous dis tu nous as expliqué pourquoi le désir à un moment s'étiole, va et vient. Mais est-ce que tu penses que dans un mariage, un grand mariage de 30, 40, voire plus, est-ce que tu penses que ce désir, il peut vraiment être maintenu? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de dire oui. Oui? Moi, j'ai envie de dire oui. Alors, on va peut-être me dire, ouais, mais dans l'expérience, au bout de 2 ans, oui, au bout de 2 ans, c'est vrai que dans la plupart des couples, le désir sexuel diminue, bat de l'aile, parfois même, comme on le disait tout à l'heure, très rapidement après que le couple se soit fixé. Ok, mais c'est justement parce que les choses n'ont pas été mises à plat, parce que l'apprentissage de la génitalité chez la femme, qui est important, qu'est-ce qu'il va faire? Tout à l'heure, on a vu pourquoi une femme ne réussissait pas à maintenir son désir sexuel. Oui. Mais le pendant de ça, c'est comment une femme peut apprendre à maintenir son désir sexuel dans le temps. On pourrait faire une émission là-dessus. Ouais. Tiens. Et c'est là où ça va passer par des apprentissages à la génitalité de la femme, de cette sphère de son corps qu'elle ne connaît pas, de son système de croyances dont elle n'a pas conscience et qui va entraver son désir sexuel, alimenter d'autres croyances, avoir le courage et justement s'autoriser à jouer avec son corps pour évoluer. Ce sont des apprentissages. Moi, la plupart de demandes que j'ai chez les patientes qui viennent me consulter, c'est j'ai plus de désir sexuel. C'est la première demande des femmes. Oui, d'accord. Et ces femmes-là, je leur apprends à avoir du désir sexuel. Oui, et déjà avec elles-mêmes. Alors, oui. En fait. Oui, du désir sexuel, ça va passer par la connaissance de son propre corps. Voilà. Combien d'hommes se retrouvent en face d'une femme en leur disant « Mais montre-moi comment tu te caresses, dis-moi ce que tu aimes. La plupart des réponses, c'est « J'en sais rien. Je sais pas. » Ou « Tu veux pas que je te fasse un dessin ?» Bah si, fais-le-moi le dessin. Le problème, c'est que moi-même, je sais pas le dessiner. Et oui, donc Donc, c'est pas une fatalité, c'est un constat. Un constat. C'est un constat. C'est un constat qui est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est aussi un constat qui dit... Alors, je vais me faire tirer les oreilles, mais c'est la réalité. C'est un constat aussi qui est lié au fait que beaucoup de femmes prennent des contraceptions oraux ou autres qui limitent le désir, qui diminuent la libido de la femme. Mais oui, il suffit de regarder dans les effets indésirables des pilules, les effets secondaires indésirables, il y a baisse de la libido. Ouais.
Mais c'est D'accord. vrai que, moi je l'ai souvent entendu, vécu moi-même d'ailleurs, quand on arrête la pilule, il se passe un truc, il se passe plein de trucs. Il se D'ailleurs, passe... du coup... Alors, on va dire le contraire. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre des contraceptifs, non, parce évidemment. qu'on a gagné ça et je pense que c'est Oui, important. mais il y a d'autres, Mais, il y a quand même d'autres moyens de contraception aujourd'hui qui peut-être peuvent éviter ça. Bah, la plupart sont des contraceptifs avec des hormones, que ce soit les anneaux, que ce soit les implants, que ce soit les pilules et que maintenant même certains stérilets. Donc oui, il y a des stérilets mécaniques. La France n'aime pas donner à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants le stérilet. C'est en On se train de demande venir. pourquoi, C'est- mais bon. C'est en train de venir. Les stérilets mécaniques, ça peut être intéressant pour des femmes. Ouais. Et je voulais juste rectifier un petit peu quand tu dis oui, je m'aperçois que quand on arrête la pilule, il se passe quelque chose. Non, il se passe quelque chose quand on prend la pilule, mais en même temps, Oui. c'est à partir de là où il se passe quelque chose qui altère Qui fait le désir que- sexuel oui, tu as et qui raison. diminue la libido. Tu as raison. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? On arrive à la fin de l'émission, il nous reste quelques petites minutes quand même. Mais quels sont tes conseils principaux justement pour maintenir ce désir Alors, ça va paraître être un résumé. Dans l'ordre des choses, c'est, comme on disait tout à l'heure, la bonne communication. Et maintenir le désir sexuel, c'est d'abord maintenir une bonne osmose entre deux individus. Donc, ça va passer par la communication. Ça va passer par le fait de considérer aussi bien la dynamique génitale et l'envie et le désir sexuel et son expression dans le couple, que aussi ce qui va se passer au niveau émotionnel et sentimental et affectif. Il est difficile pour une femme de passer d'une dispute ou à des éléments du quotidien à j'ai envie de faire l'amour. Ça se passe pas comme ça. Il faut un état d'esprit, il y a des hommes qui savent très bien mettre leur femme en appétit sexuel. Ça se passe pas au moment où la femme arrive dans son lit ou elle est couchée dans son lit. Ça se passe en amont par des compliments, par des intentions qu'un homme peut avoir, par de la tendresse, que la femme doit savoir accueillir, parce que quand une femme n'a plus de désir sexuel, elle rejette aussi la manifestation de tendresse de l'homme. Et oui, il y a ça, et puis il y a aussi le fait d'être un peu dans le quotidien. Attends, quand la femme arrive, il veut la prendre dans ses bras. Non, mais attends, il y a les enfants là. Oui, c'est ça. Ça, c'est important, la notion des enfants, parce qu'à un moment, le problème, c'est que très souvent, quand la famille se constitue, c'est au détriment du couple. Et oui, des personnes se mettent ensemble, oui, on a des enfants, oui, on aime avoir une famille, et c'est presque le but recherché de la plupart des êtres humains. Mais il faut pas oublier qu'avant cette arrivée des enfants, il y avait deux personnes qui avaient parfois, et encore une sexualité plutôt agréable pour l'un et l'autre, et quand les enfants arrivaient quand même à se ménager du temps pour le couple, oser confier l'enfant, ou les enfants, pour maintenir l'espace du couple et l'espace intime. Il y a des couples, une fois que les enfants arrivent, la chambre n'est jamais fermée, on peut pas faire l'amour. C'est la chambre familiale. Oui, ça reste l'espace du couple et des conjoints. Ouais. Maintenir cet espace psychologique, physique, symbolique. Et même dans sa tête. Oui, c'est ça. Même dans sa tête, il y a un espace pour le couple. Il y a un espace pour le couple. La famille, malheureusement, la famille grignote un petit peu sur ce qu'elle peut, et malheureusement, c'est souvent sur le couple que la notion de famille grignote, et ça, c'est très dommageable. Pour le désir sexuel. Et oui. C'est notre objectif. C'est ça, on parle de ça. Un autre petit conseil, je sais pas si tu... Un autre conseil, c'est la communication, c'est la capacité d'une femme justement à ne pas laisser traîner les choses. C'est-à-dire quand une femme s'aperçoit qu'elle n'a pas de désir ou plus de désir sexuel, dès lors qu'elle est en couple, alors je dis les femmes, c'est aussi peut-être très très vite d'aller se faire aider pour commencer cette appropriation vaginale qui va lui permettre de rester en lien avec sa sexualité et de développer une sexualité ludique. Et puis peut-être aussi d'oser le dire à son mari ou à son conjoint. Oser le dire, il y a beaucoup de femmes qui feignent justement le plaisir dans la relation, comme elles disent, attends, je l'ai pas fait depuis un certain temps, il faut le faire pour le calmer. C'est le cercle vicieux, puisque la femme... On peut pas faire semblant et toute sa vie, comme non, je dis. puis du coup, il y a encore plus un éloignement du désir. Ouais.
Et pour l'homme, pareil, si cet homme ressent qu'il n'a pas de désir sexuel, pareil, peut-être aussi consulter, peut-être prendre conscience que tout à l'heure on parlait de tous les facteurs justement qui pouvaient limiter, enfin des facteurs, on en a évoqué un qui pouvait limiter le désir sexuel chez l'homme. Il y en a aussi un autre, c'est les films pornographiques qui vont soumettre l'homme, on en parlera une autre fois, j'ai cru comprendre, et à des stimulations trop importantes et qui vont, quand il va se retrouver avec sa partenaire, limiter l'intérêt qu'il peut avoir et ne pas déclencher une érection. Donc c'est aussi important de prendre conscience que ce désir sexuel et cette sexualité dans le couple, elle se nourrit par la communication, par les manifestations de tendresse, par la capacité de se ménager du temps pour le couple, partir en week-end. C'est important. Voilà. En fait, c'est un peu ce qu'on fait au début. Oui, c'est ça. C'est maintenir ce début. Et après, même s'il y a un quotidien, même s'il y a des enfants, même si... Du coup, c'est presque s'imposer, entre guillemets, ce temps, cet espace, cette communication. L'imposer, c'est s'imposer quelque chose d'agréable. Oui, mais bon, en même temps, c'est comme on fait une activité, on va à la danse. Et quand on veut entretenir quelque chose, on lui consacre du temps. Moi, j'ai l'habitude de dire, si on consacre 10% à son couple, on va récolter 10% de satisfaction. Si on y consacre 100%, on va récolter 100% de satisfaction, malgré les autres tâches du quotidien. Et puis aussi une chose qu'on pourrait aussi rajouter, c'est la capacité. Quand on a été attiré par une personne, on était attiré par sa forme, par sa taille, par le fait qu'elle ait les ongles faits, qu'elle soit très féminine. Et parfois, la personne, 10 ans après, il se retrouve avec une personne qui a pris beaucoup de poids, qui se laisse complètement aller et qui n'est plus en rien la représentation qui a été la représentation et le coup de cœur. Le coup de cœur et ce autour de quoi c'est cristallisé justement cet élan pour aller vers l'autre. Ça, c'est une responsabilité individuelle. Oui. La responsabilité individuelle, c'est comment je fais avec le temps qui passe pour continuer à me rendre rêvable auprès de mon partenaire, auprès de mon compagnon ou de ma compagne. C'est vraiment... c'est pas parce que les femmes qui disent souvent « Oui, mais la beauté intérieure. » La beauté intérieure. OK. À un moment... Quand je t'ai rencontrée, je l'ai vue après, comment te dire. C'est ça. Et puis, on a des yeux, c'est pas fait pour rien. Donc... Je voudrais pas qu'elle prenne toute la place, la beauté intérieure. Ouais, puis bon, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est un effort. C'est un travail de tous les jours. C'est un effort au quotidien. J'aime bien dire justement que ce qui se passe au début, c'est il faut le maintenir à chaque instant et que il faut le prendre comme c'est un leitmotiv et ça doit être vraiment, si on a envie de vivre ce plaisir, cette relation, cette joie qu'on vit au début, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on se donne déjà l'intention de le faire chaque instant. C'est ça. Et dans le quotidien, c'est un équilibre entre la personne que j'ai rencontrée, la réalité de l'autre, avec les aspects positifs et les aspects plus déplaisants, et puis le rêve de l'autre. Quand la réalité de l'autre prend toute la place et le rêve n'a plus du tout de place, le couple est plus que sacrément en danger. Je dois continuer à faire rêver mon partenaire. Tout en existant dans ma réalité. Il y a une part de rêve. C'est un juste équilibre entre tout ça. Tout à fait. On arrive à la fin de cette émission. Je vais parler rapidement. Déjà, je te remercie pour toutes ces informations. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. C'était super. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Sexualité épanouie en 15 étapes », donc de Claudie Caufour, je rappelle ton nom, et qui est... Aux Presses du Châtelet. Aux Presses du Châtelet. Et du coup, est-ce que tu as un site web Oui, j'ai un site web qui est www.psychothérapie-sexologie-lyon.com, je crois. Voilà, bon, vous trouverez. En tapant mon nom, Claudie Caufour, généralement, on arrive dessus. Sur Facebook, tu es présente. Sur Internet, tu es présente. Sur YouTube aussi, je mets des vidéos où j'aborde certains thèmes. Voilà, donc tapez Claudie Caufour et vous trouverez plein de choses intéressantes sur la sexualité, sur le couple et tout quoi. Merci encore. Caufour, C-A-U-F-O-U-R. C-A-U et F-O-U-R. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Et moi, un plaisir. Je vous dis plaisir partagé et je vous dis à la semaine prochaine.